Et on va parler du Big Bang de l'autorité à l'école. Pour le RN, ils veulent faire un nouveau programme. On va écouter le débat sur BFM Story et après, peut-être que je lancerai, peut-être que je vais aller sur X pour voir les réactions. Pour voir les réactions. On va voir. On va voir. Hop. Et donc ce matin, lors d'une conférence de presse que Jordan Bardella a présenté, le programme du Rassemblement national. Alors les mesures pour le pouvoir d'achat, les mesures pour la sécurité, les mesures contre l'immigration. Et puis on a entendu parler aussi d'un Big Bang de l'autorité. Ce Big Bang de l'autorité, il s'adresse à l'école. J'entends par ailleurs refaire de l'école un asile inviolable, où les querelles des hommes n'entrent pas, et cela passe, dès la rentrée de septembre, par un Big Bang de l'autorité. Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Nos écoles, je le crois, doivent devenir des zones de sobriété numérique. Les écrans ne sont pas les principaux pourvoyeurs de la violence, bien sûr, mais on ne peut pas minimiser leur impact dans les difficultés de concentration ou les comportements mimétiques. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire et les expérimentations des ports de l'uniforme sera poursuivies. Je suis, à titre personnel, favorable à son instauration à l'école primaire, mais aussi au collège. Véronique Fèvre, bonsoir. Bonsoir. Finalement, il y a du Gabriel Attal dans Jordan Bardella, parce que l'uniforme, c'est une expérimentation qui a été lancée par Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Déjà à l'époque, on parlait aussi de l'interdiction de téléphone portable. D'autorité. Alors il veut aller plus loin. Par exemple, les portables, que dit la loi? Est-ce que les portables sont autorisés partout? Les portables sont interdits à l'école primaire et au collège depuis 2018. Mais c'est vrai que dans les faits... c'est-à-dire interdit, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils peuvent les garder avec eux, voilà. mais ils n'ont pas le droit de les utiliser. Mais ça suppose évidemment une surveillance. Alors évidemment, les premiers mois, la surveillance a été importante, les confiscations ont eu lieu. Ça marchait plutôt bien, mais les années passant, ça s'est un petit peu relâché. Et clairement, le ministère de l'Éducation a prévu une expérimentation pour essayer de l'interdire complètement avec un système qu'on n'a pas encore trouvé. Tous les pays cherchent un système qui serait idéal pour mettre de côté le téléphone portable quand on arrive dans un établissement scolaire. C'est un peu un casse-tête. Tout ce qu'on a pu voir à l'étranger, ça coûte assez cher. La nouveauté, c'est de vouloir l'interdire au lycée. Et là, on ne voit pas vraiment comment ils vont pouvoir faire. Je ne crois pas qu'on puisse... On ne peut pas d'abord fouiller les sacs des élèves, même en situation de vigie pirate. Il y a un contrôle visuel des sacs. On ne peut pas fouiller les sacs des élèves. Donc je vois difficilement des assistants d'éducation courir après, fouiller les... Regardez, même Jean Messia est sur son pour portable. Pour les empêcher d'être sur leur portable. Mais oui, mais c'est un outil en plus, les lycéens s'en servent. Pardon, mais avant d'écouter la réaction de Jean Messia, mais le vouvoiement, par exemple, je pense que beaucoup de Français sont surpris d'apprendre qu'on tutoie les profs à l'école. Alors, on tutoie les profs à l'école primaire et au fur et à mesure, moi, je n'ai jamais vu d'élèves tutoyer leurs professeurs au collège. Ça peut arriver dans certaines classes. Ouais. Mais il y a une pratique, en tout cas à l'école privée, et c'est sans doute ce qui inspire Jordan Bardella, qui est à partir de la grande section de maternelle, de demander aux élèves, grande section CP, de demander aux élèves de vouvoyer leur enseignant. Alors, effectivement, pour certains, c'est une marque de respect, mais vous avez aussi des enseignants qui pratiquent, qui laissent les élèves pratiquer le tutoiement et qui tiennent tout à fait leur classe. Donc bon, c'est un peu gadget quand même. Ça fait plaisir sans doute à une partie des électeurs qui ont l'impression que c'est une école à l'ancienne et une école rassurante qu'on leur présente. Est-ce qu'on peut faire cette école-là avec les élèves qu'on a aujourd'hui? Encore une fois, sur le téléphone portable, je ne suis pas sûre. Quand je vois à quel point on s'en sert, les élèves s'en servent tous les jours. Jean Messia, vous appréciez ce Big Bang? Vous êtes candidat Reconquête au G7. Écoutez, je pense que la politique est le seul domaine où l'adage « seule l'intention compte » n'est pas valable. Bien sûr qu'il y a une espèce de surenchère des mots. Alors, Gabriel Attal parlait de choc de l'autorité. Là, c'est Big Bang. C'était sursaut d'autorité. Voilà, ou sursaut d'autorité. Maintenant, c'est Big Bang de l'autorité. Maintenant, qu'est-ce que tout cela... Bien sûr, les intentions sont louables. Et effectivement, personne ne nie qu'aujourd'hui, il faut... un nécessaire retour à l'autorité au sein des établissements.
Mais le problème, c'est comment on va faire. C'est comme les lois, si vous voulez. C'est comme voter des lois. Si elles ne s'appliquent pas, si on ne les applique pas, ça ne sert pas à grand-chose. Or, moi, je pense, si vous voulez, que le problème que nous avons à l'école est un problème multifactoriel. C'est-à-dire que c'est depuis mai 68, l'école a été le laboratoire d'un certain nombre d'idéologies, notamment celle qui a décapité le père, la figure paternelle, l'autorité. Puisque le nom du père, vous savez, en psychologie, le nom NOM du père, c'est aussi le nom NON. C'est la frontière, la limite, ce qu'il ne faut pas dépasser. Donc quand vous n'avez pas l'autorité paternelle à la base, vous n'avez pas d'autorité du tout. Et là, c'est la porte ouverte, finalement, à tous les débordements. Donc on a effectivement, dans certaines classes, des profs qui tutoient leurs élèves, qui les traitent comme des copains, parce que l'autorité était considérée comme une notion presque fasciste. Et que la convivialité... La verticalité n'était pas à la mode. Voilà, la verticalité n'était pas à la mode. Et il fallait créer un espèce de melting pot où le prof, finalement, devient un élève. Très bien, alors vous dites, comment on fait alors? Comment on fait pour remettre l'autorité? Si vous voulez, alors là-dessus vient s'ajouter aussi, évidemment, le grand problème de l'immigration massive des années 80, de la démographie, puisque vous avez certaines classes dans de plus en plus de zones où vous avez évidemment des jeunes qui soit ne parlent pas français, soit le parlent très mal. Donc il y a une dislocation, si vous voulez, à la fois du niveau de l'école, de l'autorité de l'école, mais également des enfants, en fonction de leurs origines et en fonction de leur maîtrise et de leur pratique de leur langue. Donc vous savez, le problème des politiques macroéconomiques, c'est qu'elles sont efficaces quand vous avez une homogénéité du peuple ou une homogénéité d'un secteur. Or, l'école française, de par ce qui est arrivé à la fois sur le plan idéologique et sur le plan populationnel et démographique depuis une quarantaine d'années, est très hétérogène. Donc le problème, c'est que comment vous pratiquez une politique macroéconomique homogène sur une segmentation, une fracturation de l'école. Donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est une politique ciblée. J'ajoute d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que c'est Gabriel Attal qui avait lancé l'expérimentation de l'uniforme. Non, je ne suis pas d'accord. Le premier à avoir théorisé le retour à l'autorité par le retour de l'uniforme, c'est Éric Zemmour, qui avait parlé de blouse pendant la campagne présidentielle, le retour de la blouse, ça fait longtemps qu'on parle du retour de l'uniforme. Voilà, mais c'était un des premiers à l'avoir théorisé, à l'avoir effectivement appelé de ses voeux. Donc voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut un électrochoc d'autorité, mais il faut surtout donner les moyens à l'école. Parce que là, on ne parle pas des moyens qu'il faut donner aux enseignants. Est-ce qu'on va arrêter le pas de vague? Est-ce qu'un enseignant aujourd'hui va pouvoir, par exemple, dénoncer le comportement d'un certain nombre d'élèves qui sont en rupture d'autorité par rapport à, par exemple, je ne sais pas, certains enseignements? Est-ce que la hiérarchie rectorale va soutenir les enseignants, va exclure les élèves, ou est-ce qu'on va rester dans cette espèce de lâche attitude qui consiste à dire voilà, écoutez, ramassez tout ça, il ne faut pas que ça sorte, ce qui avait d'ailleurs conduit à des drames, hein, rappelons-le, Samuel Paty, etc., ça a été ça. Donc, si vous voulez, il faut changer de logiciel idéologique. Il faut ensuite traiter au cas par cas les établissements, et il faut sortir tous les élèves. Et puis il faut revenir aussi sur le collège unique. Parce que quand je parlais c'est ce que veut faire Jordan Bardella. Et on appelle ça l'école modulaire. C'est la même chose que Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous faites à Reconquête, en fait? À Reconquête, nous avons appelé justement au retour des classes de niveau. Enfin, finalement, le Rassemblement national dit la même chose. Le Rassemblement national ne dit pas ça. Le Rassemblement national parle d'un de vagues classes modulaires, je crois, ou de collèges modulaires. Collège modulaire. Voilà, c'est pas très clair. Nous, on est pour le retour des classes de niveau, c'est-à-dire que dès la sixième, en fonction de votre niveau, mais c'est pas du tout discriminatoire, contrairement à ce que j'entends. C'est-à-dire que quand vous avez des élèves qui ne sont pas très bons, eh bien, il faut leur consacrer plus de moyens. Donc il faut qu'ils soient dans une classe où les moyens sont augmentés. Par contre, quand vous avez des élèves qui sont brillants, eux, eh bien, effectivement, ils peuvent être dans des classes au nombre normal et aux effectifs normaux et aux moyens normaux. Donc voilà, tant que vous segmentez pas et que vous traitez pas de manière segmentée la problématique de l'école et que vous jetez un regard holiste ou holistique sur l'école, malheureusement, ça n'aura pas grand-chose de réussir. Thierry. Dire qu'on est pour le retour de l'autorité à l'école, c'est un peu comme dire que c'est mieux d'être riche et bien portant que pauvre et malade. Je pense que le fait que les élèves respectent les profs, par principe, tout le monde est pour, bien entendu. La question, c'est de savoir comment. La question, c'est de savoir avec quels moyens. La question, c'est de savoir est-ce qu'on raisonne à moyens constants, sachant que le budget de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est l'un des plus gros budgets de l'État. C'est près de 64 milliards d'euros, là où celui de la défense, par exemple, c'est à peu près 1,5 fois de moins, c'est de l'ordre de 45. Donc il y a déjà des moyens considérables. Mais
Est-ce qu'on les réalloue ou est-ce qu'on met des moyens supplémentaires? Parce qu'une fois qu'on a dit il faut interdire les portables, une fois qu'on a dit il faut des uniformes, une fois qu'on a dit il faut que l'autorité soit respectée, comment est-ce que logistiquement on organise ce non-usage des portables? L'élève qui se comporte mal en classe et qui ne respecte pas le prof, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met dans un local à part? Est-ce qu'on l'exclue? Enfin voilà, je veux dire que... en théorie, l'idée est séduisante, mais ce qui est fondamental, c'est quelles sont les recettes pratiques. Cela étant, on constate quand même que Gabriel Attal, il a bâti avec succès une partie de sa popularité politique. On est populaire quand on dit ça, parce que Gabriel Attal, s'il est devenu Premier ministre, c'est en grande partie. Voilà. C'est là où j'allais en arriver. Jordan Bardella, il va dans ce sens aussi. Bien sûr. Sur des recettes traditionnelles, l'uniforme, le sursaut d'autorité. Sans financer, parce que par exemple, on sait très bien que l'uniforme, ça coûtera extrêmement cher. Donc on voit bien qu'il est pour l'expérimentation qui continue. Ça va coûter extrêmement cher. Il y a plein de pays anglo-saxons qui ont l'uniforme, même des pays qui ne sont pas forcément très riches. Oui, mais les pays anglo-saxons, c'était déjà acquis qu'ils doivent le payer. Maintenant, si vous dites aux Français qu'il va falloir qu'ils le paient, ça va être extrêmement dur. Ça coûte pas plus cher que les Lacoste ou les Dior ou les Nike que les élèves portent. Peut-être, mais c'est très intéressant de regarder que concernant l'expérimentation de l'uniforme, les parents étaient invités à se prononcer et on a eu quand même beaucoup d'écoles qui ont reculé parce que, finalement, sur le papier, on est d'accord. Et puis, ça paraît quand même un peu paradoxal, si vous voulez, de parler de choc d'autorité, donc l'autorité, et puis de demander en fait aux parents s'ils sont d'accord avec la moindre mesure ou pas. Enfin, genre, c'est autoritaire ou c'est pas autoritaire? Je comprends pas là. Il faut l'imposer pour vous. Il faut l'imposer, bien sûr. Moi, je pense que les Français sont beaucoup plus ambivalents et la même chose sur le collège. C'est pour ça qu'il faut prendre des décisions, madame. La fin du collège unique, c'est très bien. On trouve ça formidable de séparer les élèves, de faire un examen à l'entrée de la 6e et de pouvoir mettre de côté les élèves qui sont plus en difficulté. Et puis, quand ça arrive à votre enfant, quand votre enfant est handicapé, quand votre enfant a un problème de maturité, qu'il n'a pas encore assez de maturité pour travailler, là, tout d'un coup, les parents vont protester. Donc, ce ne sera pas si simple. Non, mais attendez, vous semblez dire que lorsqu'on est dans une classe de niveau qui n'est pas celle qui a 20 sur 20, c'est presque une punition ou une discrimination. Pas du tout. Je ne sais pas, les gens qui nous expliquent qu'il faut donner plus à ceux qui en ont moins, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants qui sont en difficulté, qui arrivent, tout le monde n'a pas vocation à avoir un doctorat de médecine, si vous voulez. Tout le monde n'a pas vocation à faire une filière générale. Donc, et puis, il ne faut surtout pas dénigrer les autres filières. Donc, il y a les gens qui vont faire des filières générales, les élèves. Eux, évidemment, ils sont pris en charge. Il y a ceux qui sont dans des classes de niveau qui ont un niveau inférieur, mais avec les moyens qu'on va mettre à leur disposition, ils ne sont pas mis dans une classe, si vous voulez. Je m'appuie juste sur le témoignage des gens qui sont allés dans des classes de niveau et des professeurs qui m'ont expliqué que c'était très difficile, quand on était jeune prof à l'époque, d'arriver dans une classe avec des élèves qui avaient uniquement un niveau très bas. Et que c'était très difficile de les aider à remonter, que parfois, avoir une classe hétérogène, au contraire, ça permettait de les tirer vers le haut. Vous trouvez que l'éducation nationale a été tirée vers le haut, là, ces 40 dernières années? Vous trouvez que le niveau est meilleur? Parce que vous savez très bien qu'on a mis aussi les bons élèves dans les bons lycées. Justement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est qu'en fait, si vous mettez un problème de formation. Une formation qui a été supprimée. Le problème, si vous voulez, c'est que la clé, c'est la formation des profs. Les classes de niveau, c'est une politique officielle qui permet de classer les élèves en fonction de leur niveau. Si vous faites un collège unique, il va y avoir des contournements. Et vous avez raison. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne se contentent pas du collège unique. Non. La preuve, c'est que ceux qui ont les moyens ou qui ont des pistons, ils contournent le système en changeant carrément de lycée et en mettant leur enfant dans un lycée où ça marche. Et puis, excusez-moi, mais quand on voit le niveau auquel on est arrivé aujourd'hui dans les classements PISA pour la France, on est loin du succès du collège unique. C'est quand même... Je n'ai pas dit que c'était un succès. Non. Alors, on va passer à autre chose. Vous avez la double nationalité? Non. J'ai la nationalité française. Parce que ce matin, Jordan Bardella, dans son programme, outre le choc de l'autorité, a tenu aussi à attirer l'attention sur la binationalité. Il y a aujourd'hui des postes stratégiques dans l'administration. D'abord, il y a certains postes qui sont déjà réservés aujourd'hui aux citoyens français, dans le cas de la fonction publique, mais il y a des postes aujourd'hui de contractuels qui peuvent être dans les secteurs stratégiques de la défense ou de la sécurité, où les intérêts français sont directement en débat, qui peuvent être binationaux. Alors, ça concerne une minorité de personnes. Nous n'entendons pas remettre en cause la double nationalité. Merci de me permettre de le clarifier.
En revanche, nous entendons effectivement réserver un certain nombre d'emplois stratégiques dans les secteurs notamment liés à la sécurité ou à la défense, exclusivement à des citoyens français. Ça veut dire quoi cette mesure, Thierry Arnaud? Ça veut dire que si vous avez une nationalité française plus une autre nationalité, dans ces cas-là, un certain nombre de postes qualifiés par Jordan Bardella sans avoir été listés de manière très précise, vous serez interdit. Ça serait dans des secteurs liés à la sécurité, à la défense. Sécurité, défense, on imagine des GSE, des GSI, certains postes sensibles du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont un double nationalité qui travaillent dans ces secteurs? Ça existe. Ça existe. C'est peu fréquent, mais ça existe. C'est peu fréquent. Voilà, je peux vous dire que j'ai un exemple en tête que je ne peux pas citer d'une personne qui a particulièrement mal vécu cette annonce parce qu'elle est dans la cible potentielle. Elle se considère comme parfaitement fidèle et engagée dans la République française. Et le fait qu'on mette en cause cet engagement parce qu'elle possède une autre nationalité qu'elle n'a pas choisie, parce que elle est née en l'occurrence avec cette double nationalité, lui apparaît comme particulièrement consternante. Par ailleurs, je voulais souligner deux choses. La première, c'est que lorsque vous aspirez à un poste particulièrement sensible et stratégique, dans des secteurs où l'information est confidentielle et on vous confie des responsabilités hautement sensibles, vous imaginez bien qu'il y a des enquêtes sur ce que vous êtes, votre passé, vos connexions, et que tout ça est passé au peigne fin. Et par ailleurs, si on remonte l'histoire de gens qui ont été attrapés, si j'ose dire, et condamnés pour avoir espionné au profit d'une puissance étrangère, vous observerez que dans la plupart des cas, ce ne sont pas des binationaux. C'est une bonne idée de restreindre l'accès à ces emplois stratégiques? Écoutez, moi ça me choque pas. Parce que je crois que si tel devait être le cas, la France ne serait pas le seul pays au monde à appliquer une telle mesure. Dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est appliqué depuis des décennies, depuis le début d'ailleurs. Je ne connais pas un pays au monde, si vous voulez, où dans des secteurs extrêmement stratégiques liés à la défense, à la sécurité nationale, il y a des gens qui peuvent être binationaux ou contractuels. C'est pas discriminant ? Mais pourquoi ce serait discriminant? Mais déjà, vous avez une discrimination là, puisque vous savez qu'il y a certains postes de fonctionnaires auxquels vous ne pouvez pas prétendre si vous n'êtes pas français. Oui, mais là les binationaux sont français, et c'est pour ça que ça soulève aussi. C'est pour ça que ça soulève aussi un problème de droit. Parce que si vous êtes binational, vous êtes un citoyen français de plein droit. Donc vous interdire à certains postes, j'en termine rapidement, ça veut dire que on crée différentes catégories de citoyens français. C'est pas forcément constitutionnel. On est au cœur de la notion de nationalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes contre la binationalité? Le système tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de restriction à cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on considère que la nationalité, c'est simplement une caractéristique juridique et administrative. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez être binational comme vous pouvez avoir plusieurs abonnements dans plusieurs clubs. Ce n'est pas le problème. Par contre, si la nationalité est basée sur une identité et une nation, c'est-à-dire que si on respecte les termes carte nationale d'identité, ces trois termes consubstantiels, vous voyez bien qu'il y a derrière la nationalité administrative une nécère question d'allégeance à la nation. Vous êtes contre la binationalité, le principe même de la binationalité? Moi, écoutez, qu'on ne remette pas en cause la double nationalité, ça fait débat. Moi, je suis quelqu'un qui dit que quand on est membre d'une nation, citoyen d'une nation, porteur de la carte nationale d'identité d'une nation, eh bien cette carte nationale d'identité d'une nation se suffit à elle-même. Et on n'a pas besoin d'avoir 2, 3 ou 4 nationalités. C'est pas une question de besoin. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes français, vous allez habiter aux États-Unis. Vous avez un enfant qui naît aux États-Unis, où il y a le droit du sol. Il a la nationalité américaine. Vous revenez en France, il n'a pas le droit d'occuper un poste parce qu'il a 2 passeports, il a 2 nationalités. Et il ne les a pas. À un moment donné, il choisit de conserver la nationalité américaine. Mais je veux dire, il faudrait faire un choix. Il faudrait qu'il abandonne. C'est aussi automatique. Non. Il faudrait qu'il abandonne sa nationalité américaine dans cet exemple. Ah bah bien sûr. C'est évidemment. Je veux dire, en plus aux États-Unis, c'est pas n'importe qui arrive, qui naît sur le sol américain. Il faut que les parents aient la carte verte, etc. C'est un processus beaucoup plus compliqué. On est aux États-Unis, on est américain. Voilà, donc non. Moi je dis, en général, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'il s'agit du cœur du réacteur de l'État, du régalien, effectivement, le fait d'avoir une seule nationalité et une seule identité, c'est quand même quelque chose qui, moi, me choque pas, et je crois que ça choque personne, en fait. Dans tous les cas, il peut y avoir parfois une nuance dans les doubles nationalités.
regarder lesquels peuvent être bien et d'autres moins bien. C'est ce qu'a dit l'ancien député de la majorité, Bruno Fuchs. Regardez la question des binationaux, par exemple. D'abord, c'est impraticable. Voilà. Et ensuite, je pense qu'un binational franco-espagnol, c'est pas la même chose qu'un franco-africain. Moi, je suis délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Quelle image va-t-on avoir dans le monde? C'était le Parisien de ce matin. Mais on va être la risée et marginalisée dans le contexte international. La France de Gaulle, la France universelle, elle ne peut pas être marginalisée comme ça. Donc on voit bien que d'abord, c'est pas préparé, c'est pas financé, ça va être pire qu'avant. Franco-espagnol, c'est mieux que franco-africain. Non, mais quand j'entends ce député nous expliquer quelle va être l'image de la France dans le monde, moi je vais lui poser une question. Imaginez que demain on annonce au monde que le ministre de la Défense française est binational. Les franco-russes ? Je pense par exemple que là effectivement, dans ce scénario, c'est la France qui va être la risée du monde. Mais ma question, c'était est-ce que franco-espagnol, c'est mieux que franco... Est-ce qu'on fait une distinction entre un binational européen et un binational africain ? Je pense qu'effectivement, d'après les traités sur le fonctionnement de l'Union européenne et les traités européens, effectivement, une nationalité d'un pays membre de l'Union européenne confère plus de droits et de privilèges à son porteur en France qu'à une citoyenneté extra-européenne. Enfin, je veux dire, faut relire les traités. Enfin, c'est basique. Oui, là, c'est pas ce que laisse entendre Bruno Fuchs, qui laisse entendre que si on est franco-africain, on est moins fiable, a priori, d'être un citoyen français digne de ce nom. C'est ce qu'on vient d'écouter. Vous êtes en permanence dans le droit. Juridiquement, si vous êtes citoyen espagnol, vous pouvez en France, résider en France, voter en France, devenir fonctionnaire en France, ce qui n'est pas le cas d'un Centrafricain ou d'un Sénégalais ou même d'un Américain d'ailleurs. Au mieux, cette formule employée par Bruno Fuchs est maladroite. Au mieux. Merci Jean Messia, Véronique Fèvre, Thierry Arnaud pour terminer nos discussions, nos débats sur BFM TV, sur BFM, dans BFM Story. On va aller sur X. Et on va mettre le programme de Jordan Bardella. Le programme de Bardella. Qu'est-ce qu'ils disent pour résumer le programme de Bardella, 1. Tout comme Macron, 2. Mais sans les Arabes. Le programme de Bardella est tellement vide qu'ils sont obligés de mettre des énormes images pour remplir leurs 10 pages. Ce qu'il reste dans le programme de Bardella. Allez, bye, à lundi, 18h. Cette semaine, on va parler des Arabes. Alors je vous donne rendez-vous lundi pour parler des Arabes. Allez, bye, à lundi, 18h. Tous les réseaux sociaux. Je veux le mot arabe en trending topic. À bientôt, à lundi. Comme tous les lundis, on va parler des Arabes. Les Arabes, c'est A-R-A-B-E-S. Cette semaine, on va... Le Front républicain qui tweet Gilles Boulot détruit le programme de Jordan Bardella en direct. Le 30 juin, votez contre les extrêmes, votre utile. On va écouter. Vous aspirez à devenir Premier ministre si vous remportez les élections législatives. Depuis quelques jours, vous et votre parti, vous avez supprimé ou ajourné des mesures phares de votre programme. En voici quelques-unes. L'exonération de l'impôt sur les revenus pour les moins de 30 ans, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, l'interdiction du port du voile, la préférence nationale. La liste n'est pas exhaustive. Il ne reste quasiment plus rien de votre programme initial. Avec Marine Le Pen, sur les tréteaux, dans les meetings, il y a urgence absolue, il y a urgence sociale. Et puis vous venez depuis quelques jours en disant d'abord on va faire un audit. Les électeurs qui peut-être ont voté pour vous n'y comprennent plus rien. C'est urgent ou c'est pas urgent? Vous vous dites raisonnable. Le patron du MEDEF, vous avez passé votre grand oral avec les autres candidats ce matin, il vous trouve totalement déraisonnable. Voici ce qu'il dit, Patrick Martin. Lui et le MEDEF, comment dirais-je, ils emploient 10 millions de salariés en France. Ce n'est pas une toute petite organisation. Votre programme, celui du Rassemblement national, est dangereux pour l'économie française, la croissance et l'emploi.
Page 10 comme de Bardella. Page 10 où du programme de Bardella, on trouve ces mesures pour l'école. Nationalité démagogique et ultralibérale. Il défend une école au service du patronat. Il oublie de dire qu'une part des agressions de personnes viennent de son camp. Le RN est l'ennemi de l'école. Jordan Bardella ne va pas bloquer les prix, ne va pas abroger la réforme des retraites, va assouplir l'ISF, j'ai du mal à dire, va supprimer l'âme. Donc le programme de Bardella, c'est un sujet. Jean-Luc Mélenchon. Ça commence à se voir pour qu'il roule. Les conseils qu'il... Non. Attendez. Jordan Bardella, il dit « Je ne bloquerai pas les prix, je ne ferai pas l'abrogation de la réforme des retraites, je vais assouplir l'ISF parce qu'il ne faudrait pas effrayer les trop riches, je vais supprimer l'aide médicale d'État qui est une aide pour la santé. » Donc le programme de M. Bardella, je pense que c'est un sujet auquel... Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Que François Hollande devrait écouter ses propres conseils, les conseils qu'il... Jordan Bardella, il dit « Je ne bloquerai pas les prix ». Il présente bien, il parle bien. Also Bardella, lorsqu'une question sérieuse lui est posée sur le financement de son programme. Bien. Où trouvez-vous vos 7 milliards pour financer, votre mesure sur la TVA? Bien. Où trouvez-vous vos 7... Nouvel abandon de programme de Bardella. Bardella annonce qu'il renonce à sortir du marché européen de l'électricité s'il est nommé à Matignon. Tranche par tranche, le RN cède surtout pour se soumettre aux desiderata de l'oligarchie financière du boulevard Saint-Honoré. Quelle méchanceté! C'est une version incomplète. Le programme de Bardella est sans les Africains aussi. Tout le programme de Bardella est bidon. Énorme erreur sur les seuls chiffres du programme. Le gain de la baisse de la TVA de 20% à 5% pour le consommateur, c'est faux. Zéro pointé en économie du bac ES. Il confond le taux et l'incident de la TVA. Il ne sait rien sur rien. Et la dernière, je diffuse le programme d'extrême droite, diffuse le programme de l'extrême droite et les extraits de la conférence de presse de Bardella, mais choisit de parler de Mélenchon et pas du programme du NFP, pourtant le plus précis des budgétisés. Super saoulant. Nous proposons l'augmentation du SMIC. Du SMIL. Ouais, bref. Et la dernière, même si une partie du programme est déjà jetée aux oubliettes, les Français méritent mieux que les promesses irréalistes de Bardella. Pour Prométhée, il en reste toujours quelque chose. C'est la stratégie des populistes. Ne le laissons pas nous duper. Voilà.
Dites-moi dans les commentaires si la vidéo et les tweets vous a plu. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne et mettez-moi la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard.